Bon, alors, on commence notre cours, troisième séance, si vous voulez. On va continuer. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait commencé à décrire un certain nombre de formations, donc un certain nombre d'écosystèmes. En particulier, on a commencé par l'arganien, pour ceux qui ont révisé le cours. Donc, vous vous rappelez les conditions sur lesquelles on s'est basé pour décrire notre espèce. On a commencé par la description de la répartition biogéographique, ensuite les conditions exigées par cette espèce, c'est-à-dire les conditions climatiques, les précipitations, les températures, en particulier le facteur petit m. On a placé notre espèce par rapport à l'étage de végétation. Ensuite, les caractères liés au facteur édaphique. Et on a fini par les caractères et les caractéristiques donnant l'importance et les utilisations que l'on peut faire par l'arganine. Donc on va continuer aujourd'hui et on va passer à une autre espèce qui s'appelle Genevrier de Phénicie, sous-espèce Lycea, et qui va former ce qu'on appelle des junipérés. Et ces junipérés, ou ces formations, si vous voulez, j'ouvre une petite parenthèse pour dire le genévrier de Phénicie au Maroc, on a deux types. On a un genévrier de Phénicie qui a une répartition au niveau du littoral et qui va s'installer essentiellement sur les dunes, c'est ce qu'on va voir. Et on a un autre genévrier de Phénicie qui est continental et qui va rentrer et qui va s'installer à l'intérieur des vallées et à l'intérieur des montagnes. Donc si on revient à cette espèce ou à cette sous-espèce qui est liée essentiellement, je dis bien essentiellement à des dunes sableuses et qui va être bien sûr présente dans plusieurs régions, là où on a des embouchures d'oued qui vont déverser vers l'Atlantique et qu'on va trouver, que ce soit aux alentours de la région d'Essaouira, la région d'Azemmour, la région de Rabat, la région de Média, et ça va continuer. Donc je passe du versant atlantique et ça va continuer jusqu'au versant méditerranéen, jusqu'à la région de Saïdia. Et ces formations, si vous voulez, ils vont s'installer essentiellement dans un étage bioclimatique subhumide et semi-aride chaud. Qu'est-ce que ça veut dire un subhumide? Rappelez-vous, c'est-à-dire des régions qui vont recevoir des quantités de précipitations qui sont au moins égales à 600 mm. Et qu'est-ce que ça veut dire un hiver chaud? C'est-à-dire dont le petit m est supérieur à 7, si vous vous rappelez, bien sûr, le climagramme d'Omberger qu'on avait déjà bien expliqué et par lequel on avait donné la répartition des différents étages bioclimatiques au Maroc qui varient depuis le saharien jusqu'à l'étage de haute montagne et qui seront subdivisés en fonction de la nature de l'hiver, en fonction de la valeur de petit m et en fonction de la nature, comment sera l'hiver. Est-ce que j'aurai des températures basses inférieures à 0 et je parlerai d'un hiver froid ou bien tempéré ou bien frais, plutôt frais, tempéré au chaud. Donc, toutes ces caractéristiques-là, si vous voulez, c'est une façon pour vous faire le rappel, je dis bien, le rappel de ces éléments-là. Donc, ces écosystèmes, je vais les retrouver, comme je disais, sur ces dunes sableuses et donc ils vont avoir un rôle important puisqu'ils vont s'installer sur du sable, c'est-à-dire sur un substrat qui va présenter des caractéristiques et aucune autre espèce ne peut résister à s'installer sur ce substrat. Donc s'ils s'installent sur ces sables, donc ils auront un rôle important d'abord pour faire quoi? Regardez cette photo, pour faire quoi à votre avis? Ces arbres-là, donc ils vont jouer déjà un rôle important pour
la fixation, je dis bien, pour la fixation du sable et pour permettre à ce que ce sable ne se déplace pas. Donc, lorsqu'il va y avoir dans ces zones du vent et tout ça, et donc il va y avoir ce qu'on appelle une érosion éolienne, et donc ce sable va contribuer à quoi? Et plutôt ce sable va contribuer par son développement, par ses racines qui seront longues, déchaussées, etc. Et tout ça va permettre la fixation de ce sable et donc il va permettre tout simplement à protéger ce qu'il y a derrière. Et bien qu'est-ce qu'il y aura derrière? Regardez là encore, quand on voit la région d'Essaouira, avant d'arriver à Essaouira, que vous voyez les constructions en blanc, vous regardez les photos, que vous voyez les constructions en blanc et vous voyez derrière, sur une zone où il y a des dunes, il y a une végétation assez dense, végétation qui est en partie naturelle et qui est occupée, je dis bien en partie naturelle, et qui est occupée par quoi? Par le genévrier de Phénicie, cette variété Lycea. Et à l'intérieur, en même temps, on a introduit d'autres espèces pour contribuer à quoi? À bien permettre la fixation de ce sable, etc., etc. Et lorsque ce genévrier va être dégradé, c'est-à-dire lorsqu'il sera pollué, etc., ben, il sera remplacé par une autre espèce qu'on appelle le Rhétama monosperma. D'accord? Donc voilà un exemple, on peut dire, de végétation qui va s'installer essentiellement dans des conditions spéciales liées d'abord au climat qui va régner autour de ces littorales, mais en particulier liées à ce substrat sableux. Autre espèce, et là je vous demande de bien suivre, autre espèce importante au Maroc, c'est ce qu'on appelle les formations à Quercus suber, c'est-à-dire le chêne-liège, et donc les formations ou les forêts qu'il va former, on va les appeler des subérés. De la même façon qu'on a appelé les plutôt les arganerés, on vient de parler des junipérés, et là on parlera des subérés, c'est-à-dire les forêts qui seront formées par, ou les formations qui seront formées par le chêne-liège. Donc, le chêne-liège, premier élément important, c'est une essence forestière, c'est-à-dire c'est une espèce qui va former des forêts. Donc, j'ouvre une petite parenthèse, vous remarquez que dans votre projection et ce que vous aurez bien sûr sur votre plateforme, j'ai utilisé un certain nombre de couleurs. Ces couleurs ne sont pas choisies au hasard. Ces couleurs, ils ont une signification. D'abord, il y a les mots-clés, donc des mots-clés déjà à retenir en grande partie, à connaître par cœur. Et il y a aussi des couleurs qui seront affectées exprès pour refléter l'écologie et l'ambiance de l'espèce qu'on est en train d'étudier. Donc, le chêne-liège, espèce exclusivement, si on peut dire, dans la partie occidentale du bassin méditerranéen. Qu'est-ce que ça veut dire, la partie occidentale? Rappelez-vous la dernière fois encore, et ça sera pour la dernière fois, à le répéter, quand je m'installe, quand je suis dans une région, je peux avoir des expositions et des parties tout à fait différentes, que ce soit pour une montagne, que ce soit pour une région, que ce soit pour un bassin ou quoi que ce soit. Donc, j'ai la partie nord, le contraire. Allez, je vous écoute. Le contraire du nord, le sud. Je suis du côté est et l'opposé, c'est le côté ouest. L'opposé du nord, c'est le sud. L'opposé de l'est, c'est l'ouest. Au lieu que je parle, écoutez bien, au lieu que je dise la partie ouest, je dirais la partie occidentale. Au lieu de dire la partie est, je dirais la partie orientale. Et le nord, je l'appellerai la partie
septentrionale. Et le sud, je l'appellerai la partie méridionale. Donc, voilà des termes que vous allez retrouver au fur et à mesure qu'on avance dans notre cours et dont vous devez connaître la signification et dont on a déjà parlé les dernières fois. Donc, si je m'intéresse à ce chêne liège et quand je vais voir sa répartition géographique au Maroc, où est-ce qu'il se trouve au Maroc, où est-ce qu'il va faire des peuplements, en dehors de quelques arbres dispersés par-ci, par-là, au niveau du Moyen Atlas et du Haut Atlas, et qui vont former des petits peuplements, les grandes formations, ou les forêts les plus importantes, ou les peuplements les plus importants, je vais les retrouver essentiellement au Maroc septentrional occidental. Qu'est-ce que ça veut dire septentrional occidental? C'est-à-dire la partie nord-ouest. Est-ce que c'est clair? Et ça sera où? Ça sera aux alentours de la région de Rabat, Kénitra et Larache. Et dans la région de Rabat, vous connaissez au moins une grande forêt du chêne liège, qu'on appelle comment? Oui, la forêt de Mamoura. Ensuite, je trouve d'autres peuplements que je peux appeler les peuplements qui sont l'arrière-pays de la région de Casa. Derrière toutes les petites vallées, etc., on peut trouver un peu de chêne liège. On retrouve encore d'autres peuplements dans la région de Khmissat. Et tout ça va me donner déjà un premier bloc qui est du côté atlantique, qui voit vers le côté atlantique. Quand je rentre, quand je monte en altitude, soit que je passe au niveau de la région de Taza, soit encore que je passe vers le Rif et en particulier vers la région de Chefchaouen, les alentours, etc. Donc je peux avoir, il ne faut pas être collés les uns aux autres pour respecter, s'il vous plaît, la distanciation. Donc je retrouve ces peuplements qui vont former des forêts importantes de chêne liège. Donc je répète, c'est une répartition qui sera essentiellement du côté nord-ouest. Et dans ces régions, quel est le bioclimat? Quelles sont les conditions climatiques et quelles sont les quantités de précipitations qui vont tomber dans ces régions? Et bien dans ces régions, je vais me retrouver essentiellement dans quoi? Dans le subhumide, dans l'humide et même le perhumide. Qu'est-ce que ça veut dire le subhumide? C'est-à-dire déjà 600 mm et au-dessus de 600 mm. Et ça peut aller, je dis bien, ça peut aller jusqu'à 1200 mm. Donc vous remarquez bien l'intervalle de précipitation exigé et dans lequel le chêne liège peut vivre et peut s'installer. Ça, c'est de point de vue quoi? C'est de point de vue pluviométrique. De point de vue thermique, eh bien, il va se retrouver dans des ambiances qui sont avec des petits thèmes, soit chaud, ça veut dire quoi chaud? Supérieur à 3, soit tempéré, soit frais. Tempéré, c'est quoi? C'est entre 3 et 7, soit frais entre 0 et 3. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir aussi un intervalle thermique dans lequel le chêne liège va s'installer. Quand je dis un petit thème, ça veut dire qu'il sera lié à un étage de végétation. Puisque, rappelez-vous, en fonction de la valeur de petit thème, on a défini les étages de végétation. Et que ces étages de végétation, si c'est supérieur à 3, je parlerai de l'étage thermo-méditerranéen. Si c'est entre 0 et 3, je parlerai de l'étage mésoméditerranéen. Si c'est inférieur à 0, je parlerai de l'étage méditerranéen supérieur.
Tout ça, c'est pour vous rappeler les critères sur lesquels on a déjà travaillé. Donc, le chêne-liège, si vous voulez, c'est d'abord le subhumide, c'est d'abord des quantités de précipitations qui doivent dépasser les 600 mm. Cependant, on peut le trouver dans des régions où la quantité de précipitation n'est pas du 600 mm, c'est-à-dire ce qui est inférieur pluviométriquement au subhumide, c'est quoi? C'est le semi-aride, donc c'est-à-dire entre 300 et 600, mais pas n'importe où dans le semi-aride si vous voulez, puisque chaque climat, de la même façon que chaque type d'étage, on l'a découpé en 3 parties. Une partie inférieure, une partie moyenne et une partie supérieure. Donc, je peux trouver, je répète, je peux trouver le chêne-liège dans le semi-aride, c'est-à-dire des régions qui reçoivent moins de 600 mm, mais à une condition. Il faut que ces régions se trouvent dans un domaine océanique. Qu'est-ce que ça veut dire un domaine océanique? Alors, on va essayer de voir ça avec un exemple précis, si vous voulez, puisque tout à l'heure, rappelez-vous, j'avais évoqué la région de Rabat et vous-même, vous avez bien répondu, vous avez dit qu'il y a une forêt de chêne-liège qu'on appelle la Marmora à Rabat. On est d'accord? Alors, quand on voit la région de Rabat, écoutez bien pour bien comprendre parce que c'est très important tout ce que je vais vous expliquer maintenant. Si je vois la région de Rabat, quand je mesure la quantité de précipitation à Rabat, je reçois à peu près dans les 520 mm à Rabat. À Rabat, il va pleuvoir 520 mm. Quand je vois 520 mm, ça veut dire quoi? Très bien, c'est un semi-aride supérieur, très bien. Et pourtant, regardez la carte que je vous projette, l'étage bioclimatique de Rabat est cartographié dans le vert. Oui ou non? Vous le voyez? Oui ou non? Rabat, la voilà. Et je vois quelle couleur? C'est du vert. Si je vois ma légende, c'est quoi le vert? C'est le subhumide. Allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rappelez-vous, quand on avait parlé des étages bioclimatiques et du climagramme dans Berger, Berger avait regroupé ensemble dans le même étage bioclimatique des régions qui ont la même végétation et la même affinité. Donc, ce qui veut dire, Rabat, on l'a mis dans le bioclimat subhumide en se basant sur quoi? En se basant sur la végétation qui existe à Rabat. Et quelle végétation? Quelle végétation? Celle qu'on est en train de décrire, à savoir le chêne-liège. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Or, le chêne-liège, pour se retrouver dans un endroit, il lui faut au moins 600-700 mm. Est-ce que vous avez senti à quoi je veux arriver? Rabat, il ne reçoit pluviométriquement ou la quantité de précipitation qui tombe à Rabat, il n'est que de 520, alors que la végétation que je trouve à Rabat est une végétation qui reflète des conditions qu'il faut au moins entre 600 et 700 mm. Ça veut dire que Rabat, à la fin, il reçoit quand même 700 mm. D'où vient la différence, si vous voulez, entre 700 et les 500? D'où vient cette différence alors que quantitativement, on ne l'a pas mesuré. Il n'est pas passé à travers mon pluviomètre et pourtant la végétation qui existe à Rabat me reflète des conditions de 700 mm. Est-ce que maintenant je suis clair? Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe à Rabat et dont la végétation va profiter et qui est sous forme d'eau.
C'est quoi? Oui? Qu'est-ce que vous voulez dire par l'océan? C'est-à-dire l'effet de l'océan, c'est-à-dire l'effet qu'il va y avoir une humidité et qui est comment? Atmosphérique. Et cette humidité atmosphérique, elle est importante et ça va faire un supplément du facteur eau. Et là, je vous demande d'écouter. Au Maroc, quand on parle du facteur eau, ce facteur eau, écoutez-le bien une bonne fois pour toutes parce que je ne vais plus le répéter, ce facteur eau, il se présente de deux manières. Soit d'une façon pluviométrique. Qu'est-ce que ça veut dire pluviométrique? C'est-à-dire la quantité de pluie que je vais mesurer et qui sera bien sûr la quantité de précipitation qui va tomber dans ma région, soit de la façon quoi qu'on a vu maintenant et qui est hygrométrique. Qu'est-ce que ça veut dire hygrométrique? Ce qui est lié à l'humidité relative de l'air et à la teneur en eau dans l'atmosphère, etc. Et cette humidité atmosphérique, elle est très importante. Et comme elle est très importante, et on a observé aux alentours de Rabat cet exemple, etc., il a fallu, écoutez bien, il a fallu essayer de donner une idée sur sa quantité. On sait au début que c'était une qualité, c'est lié à la qualité de l'air, et après ça donne des quantités d'eau, donc il faut qu'on ait une idée sur cette quantité d'eau. Alors pour avoir une idée sur cette quantité d'eau, c'est-à-dire quelle est à la fin la quantité d'eau recueillie par toute cette humidité sur toute l'année, si je veux me retrouver à Rabat, et ça ne sera pas uniquement à Rabat, peut-être à Casa, peut-être à El Jadida, peut-être à Essaouira, c'est-à-dire sur toutes les stations qui seront sur le littoral et qui seront proches de l'océan et qui vont avoir ces influences. Qu'est-ce qu'on a fait? On a placé donc aux alentours de la région de Casa et Brachid, etc., on a placé un papier absorbant qu'on a suspendu. Qu'est-ce que ça veut dire papier absorbant? Un papier qui va absorber cette humidité. On l'a pesé à T0 et on va le suspendre et après on va le peser après 24 heures. À votre avis, après 24 heures, qu'est-ce qu'il y aura de changé? Qu'est-ce qui va changer sur ce papier? Son poids, il va augmenter ou ça va diminuer? Il va augmenter. Et on va faire ça sur toute l'année, etc. Et à partir de là, on va faire des transformations pour avoir, en fonction de ce poids, l'équivalent en quantité d'eau qui nous intéresse. Et donc, en faisant cette expérience, on est arrivé à trouver que cette quantité doit être entre 150 jusqu'à 200 mm. Quand on dit 150 jusqu'à 200 mm, en prenant 200 mm, c'est-à-dire c'est presque l'équivalent de quoi? Quel est le lien? Presque l'équivalent de la moitié. Donc, en d'autres termes, dans la région de Rabat, le bilan hydrique final, qui est quoi? Le bilan hydrique final, qui est quoi? Qui est la somme de la quantité pluviométrique et hygrométrique, elle est égale à quoi dans ces régions? À la quantité d'eau mesurée, mais on peut ajouter presque la moitié qui est liée à ce supplément d'humidité atmosphérique qu'on peut appeler parfois des précipitations occultes qui vont s'ajouter et qui vont être bien sûr supplémentaires. Donc, je répète, le bilan final, le bilan hydrique, quand on parle au Maroc, le bilan eau, il est lié à quoi? À la quantité pluviométrique et à la quantité hygrométrique. Est-ce que c'est clair? Or, cette quantité qui est importante d'humidité à l'intérieur, à côté de Rabat, etc.,
et que Rabat se trouve sur l'océan, la même chose que je peux la dire ailleurs si vous voulez, il est lié à l'océan, les évaporations, et ça va faire bien sûr quoi? On sait très bien, c'est l'origine des précipitations. On est d'accord? Ça veut dire qu'au fur et à mesure, écoutez bien, j'ai ici l'océan qui va envoyer ses influences, ces nuages et tout ça qui vont rentrer. Les nuages vont faire quoi? Ils vont monter, ils seront bloqués par rapport à quoi? Au relief. Et une fois qu'ils seront bloqués par rapport au relief, je résume, puisque vous avez déjà vu ça en S3, les quantités de précipitations qui seraient très importantes, l'ascendance, la condensation et la quantité de précipitations qui seraient importantes, et aussi l'humidité atmosphérique qui va augmenter au fur et à mesure que je vais monter en montagne. On est d'accord? Et en même temps, les quantités de précipitations qui vont augmenter au fur et à mesure que je monte. Et ma montagne va jouer le rôle de quoi? D'obstacle, de barrière, et donc toutes les quantités de précipitations les plus importantes vont tomber là. Derrière ma montagne, dès que je commence à traverser, mes nuages, etc., ils vont subir un phénomène qu'on appelle comment? Rappelez-vous, S3. Oui? L'effet de fun. D'accord? Et qui dit effet de fun dit aridité. Et qui dit aridité dit diminution de quoi? Précipitations qui vont commencer à diminuer. Et quoi d'autre? L'humidité qui va commencer à diminuer au fur et à mesure que je vais descendre, etc. Donc la conséquence, regardez, je vais faire comme ça. Et on continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes nuages, ils seront épuisés, etc., etc. Et donc, la quantité de précipitation que j'aurai là, elle serait importante, l'humidité, elle serait importante, et derrière, je vais passer à quoi? À une partie qui est cachée, à une partie où les influences ne vont pas passer directement, et donc ça va se traduire sur la quantité de précipitation et l'humidité atmosphérique. Quand je rentre encore à l'intérieur, les chaînes de montagne vont jouer encore ce rôle d'obstacle. Et donc, quand je passe tout à fait derrière, regardez bien, quand je passe là, et bien, la conséquence, c'est que cette région-là va être un peu plus protégée, etc. Un peu plus protégée par rapport à quoi? Par rapport à cette humidité atmosphérique, etc., qui ne va pas être de la même façon que ici. La conséquence, je définis ce qu'on appelle des domaines climatiques qui sont liés à ce degré d'humidité atmosphérique et à cette façon de distribution des nuages et par conséquent à cette façon de quoi? De la répartition des précipitations qui ne sera pas la même. En conséquence, toutes les régions, regardez bien, toutes les régions qui sont exposées directement aux courants qui vont venir de l'océan, je vais les appeler qui seront dans le domaine, allez-y, océanique. D'accord? Ensuite, les autres qui seront un petit peu cachés, jusque la même si vous voulez, ils sont un petit peu cachés, le degré d'humidité n'est pas le même, et donc je dirais que je suis dans un domaine semi-interne. Et ceux qui sont vraiment protégés, ça serait à votre avis quoi? Des domaines internes. Internes par rapport à quoi? Internes par rapport à cette humidité atmosphérique, à cette océanité. Vous remarquez que j'ai utilisé 3 couleurs différentes. Pourquoi? Ici, pour dire que l'océanité et l'humidité et les précipitations sont importantes. Ici, pour dire que le degré d'humidité est faible. Et là, pour dire que le degré en rouge, encore
encore beaucoup plus profonds. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés, parce qu'ils sont protégés, etc. Pour finir, regardez, quand je suis dans cette zone océanique qui est directement exposée vers le nord ou le nord-ouest en fonction de l'arrivée de vos nuages, regardez, il y a un facteur qui change. Là, je suis sur la plaine, on est d'accord. Petit à petit, je monte. Quel est le facteur qui change? L'altitude, très bien, il y a l'altitude qui change. Donc, écoutez parce que je préfère dire les choses tout de suite. À cette altitude qui change, automatiquement, les conditions climatiques vont changer. Lesquelles? Les précipitations qu'on a dit qu'il va augmenter, on est d'accord. Mais il va augmenter jusqu'à un certain niveau et à un moment donné, ça va diminuer, on est d'accord. Regardez, là, vous avez cette montagne, vous voyez, j'ai ma ligne ici, j'ai mon point A et un point B ici. Quelle est la particularité de A et B? Ils se trouvent à la même altitude, on est d'accord. Mais ils ont des différences, lesquelles? À votre avis, les précipitations en A seront comment par rapport à B? Ils seront supérieurs. Donc là, les précipitations seront supérieures et là, les précipitations seront inférieures. La conséquence, ça serait quoi? La conséquence, ça peut se répercuter sur quoi? Allez-y. Sur la végétation que j'aurai ici n'est pas la même végétation que j'aurai là. La végétation que j'aurai en A, ça sera une végétation qui va exiger beaucoup plus d'eau et l'autre qui sera en B ne va pas exiger beaucoup d'eau. Et pourtant, regardez bien, je suis sur la même altitude. Et je n'ai pas la même chose. Pourquoi je n'ai pas la même chose? C'est quel facteur qu'on met là? C'est le facteur exposition. Et cette exposition, il va jouer un rôle important. Donc, on a bien dit, regardez, on a bien dit que c'est l'altitude qui monte. Avec cette augmentation de l'altitude, j'ai les précipitations qui vont augmenter jusqu'à un certain niveau. Mais après, il n'y a pas que l'altitude qui monte, qui augmente. Il n'y a pas que les précipitations qui augmentent. C'est quoi encore qui va changer? Oui, après l'humidité. La température, quelle température? Le petit m, puisqu'on travaille sur le petit m. Qu'est-ce qui va faire le petit m? Le petit m signifie quoi? Le petit m, c'est la moyenne des minima du mois le plus froid. Voyez-vous, le plus froid. Donc ça veut dire que au fur et à mesure que je vais monter en altitude, mon froid va faire quoi? Va augmenter. Donc mon petit m va faire quoi? Va diminuer. Ce qui veut dire, et je peux savoir comment mon froid va diminuer puisque j'ai un gradient altitudinal thermique décroissant. Qu'est-ce que ça veut dire un gradient altitudinal thermique décroissant? Chaque 100 mètres que je vais monter, ma température va baisser de 0,5 degré. Est-ce que c'est clair? Donc je peux calculer, je peux estimer mes températures en partant par rapport à un point précis. Et je peux estimer la température à des altitudes supérieures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mon petit m va baisser, mon froid va augmenter. Ça veut dire que ma végétation elle-même va répondre à ces conditions. Ce qui veut dire la végétation que j'aurai dans les basses altitudes n'est pas la même végétation que j'aurai dans les moyennes altitudes, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Donc j'aurai un étagement de la végétation. Et suite à cet étagement de la végétation, j'aurai bien sûr quoi? Le domaine avec mes conditions ici de précipitation, d'humidité n'est pas le même ici, n'est pas le même ici, n'est pas le même ici. Donc il va y avoir ce facteur d'altitude qui va me donner mon domaine océanique à différents niveaux altitudinaux. Et je parlerai d'un domaine océanique de basse altitude, un domaine océanique de moyenne altitude et un domaine océanique de haute altitude. Est-ce que c'est clair?
Et il est tout à fait normal que la végétation que j'aurai dans le domaine bas, de basse altitude, ne sera pas la même de la végétation que je serai dans la haute altitude. Est-ce que c'est clair maintenant? De la même façon, quand je passe dans le domaine semi-interne, et au fur que je vais tomber à l'intérieur de cette vallée, et bien la vallée qui va chauffer, qui va avoir des caractéristiques thermiques, les conditions de précipitation au fond ne seront pas les mêmes conditions dans la partie haute. L'humidité au fond n'est pas la même humidité lorsque je vais m'approcher du sommet de la montagne. Donc là encore, je vais distinguer à ce que mon domaine semi-interne pourrait être aussi un domaine semi-interne bas, un domaine semi-interne moyen et un domaine semi-interne haut. Pourquoi? Parce qu'il va abriter une végétation qui sera tout à fait différente. Est-ce que c'est clair? Donc j'insiste bien par cet exemple sur deux choses. Le bilan hydrique, à bien comprendre qu'un bilan hydrique au Maroc, il est lié à quoi? À la pluviométrie et à l'hygrométrie. Cette question de notion de domaine qu'on a créé et qu'on a inventé en se basant sur ce degré hygrométrique et sur la qualité de l'air est la conséquence de tout ça. La conséquence de tout ça, ça va se répercuter bien sûr sur la végétation et c'est ce qu'on est en train d'expliquer pour bien comprendre, je dis bien pour bien comprendre la répartition de la végétation au Maroc. Donc pour revenir à notre chêne liège, pour bien comprendre, donc dans la région de Rabat où la quantité de précipitations pluviométriques était un peu faible, grâce à ce supplément d'humidité atmosphérique, on se retrouve dans le subhumide et on se retrouve dans des conditions favorables pour permettre au chêne liège de s'installer et de se développer et d'occuper bien sûr le milieu. Et en même temps, vous essayez de bien comprendre cette notion de domaine telle qu'elle a été expliquée et ce sont des domaines qu'on va essayer de voir par la suite, qu'on va placer notre végétation de temps en temps dans son propre domaine. Donc ça c'est du point de vue climat. Du point de vue climat pour dire quoi? On a vu le facteur pluviométrique, on a vu le facteur thermique et on a vu le cas particulier de la région de Rabat. Si on s'intéresse cette fois-ci au substrat, le substrat, rappelez-vous très bien que notre but, c'est d'essayer de comprendre la relation qui va lier à la fois, rappelez-vous, le climat, l'impact du climat, l'impact du sol sur qui? Sur la répartition de la végétation. Quand on avait vu l'arganier, rappelez-vous, on a bien insisté sur l'exemple à ce que l'arganier est une espèce indifférente à la nature du substrat. Il peut se développer sur des roches calcaires comme il peut se développer sur des roches siliceuses. On vient de voir tout à l'heure un autre cas, les junipérées littorales qui se développent essentiellement sur des sables. Donc déjà là, retenez bien, le sable c'est quoi? Le sable il est constitué par une grande partie minérale, donc déjà il n'y a pas de partie organique, donc entre guillemets le mot, on ne peut pas même pas dire le mot sol, mais on dira le substrat. Vous voyez la différence? Alors que là, quand on voit sur le chêne liège, c'est une espèce qui va préférer essentiellement les roches et les substrats siliceux, qui sont riches en silice. Donc ça veut dire qu'il ne va pas supporter et qu'il ne va pas se développer sur des roches calcaires. Donc ça veut dire que les roches calcaires présentent un inconvénient pour le chêne liège. Est-ce que c'est clair? Quel inconvénient? Vous savez très bien que les roches calcaires, ils subissent ce qu'on appelle la décalcarification. Et quand on a la décalcarification de ces calcaires, le résultat final nous donne quoi? Nous donne des argiles. Or, les argiles, ce sont des mauvais substrats par rapport au chêne liège et en particulier à l'état graine, à l'état jeune pour assumer bien sûr le développement de l'espèce. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
du moment que le chêne-liège ne peut pas se développer sur les substrats calcaires, donc ça veut dire que toutes les espèces floristiques qui normalement pourraient accompagner n'importe quelle espèce et qui sont typiques, indicatrices de substrats calcaires, ne vont pas se retrouver avec le chêne-liège. Donc on va exclure une bonne partie floristique. Est-ce que c'est clair? Ensuite, quand on voit maintenant la répartition du chêne-liège, rappelez-vous, on avait bien dit que le chêne-liège est une espèce qu'on retrouve dans la région de Rabat, merci, qu'on trouve dans la région de Rabat, Knitra, etc., pas loin de la région derrière Casa et tout ça. Donc ça veut dire qu'il se trouve du bord de la mer et qu'il monte en montagne et qu'il va aller aux rives ou dans la région de Taza jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Le bord de la mer, et après je vais jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est une espèce qui va avoir une amplitude écologique importante. On a bien vu tout à l'heure l'amplitude thermique, on a vu l'amplitude pluviométrique, et là on est sur l'amplitude liée à quoi? À l'altitude. Dire que je suis à côté du bord de la mer, ça veut dire que je suis à peu près, on va dire, on ne dépasse pas les 100 mètres d'altitude. Et on dit très bien que ça va aller jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Entre 100 jusqu'à 1600, il y a quand même 1500 mètres d'altitude. On est d'accord? À ces 1500 mètres d'altitude de différence en fonction des zones, je n'aurai pas la même précipitation et je n'aurai pas le même petit M, puisque je viens de dire que mon petit M, il va changer et il va y avoir un gradient altitudinal thermique décroissant. On est d'accord? Donc je suis sûr et certain que entre 100 jusqu'à 1600 mètres en fonction des régions, j'aurai toujours mon chêne-liège. On est d'accord? Mais qu'est-ce qui va changer? J'aurai toujours le même arbre. Mais l'arbre que j'aurai haut dans les parties basses, imaginons que je suis là à Rabat, et je suis sur la plaine de Zahir, etc., et je suis dans la forêt de Mamoura, les conditions que j'ai là ne sont pas les mêmes si je suis là à Taza ou autre. On est d'accord? Tout est clair là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les conditions que j'aurai au niveau des plaines, au niveau de Mamoura, etc., les conditions thermiques, pluviométriques, etc., vont donner le chêne-liège, ok, mais le cortège floristique qui va accompagner le chêne-liège ne sera pas le même. On est d'accord? Je continue, etc., etc. Donc ça veut dire que j'aurai toujours le même arbre avec un cortège floristique différent selon que je suis dans les basses altitudes ou selon que je suis dans les parties supérieures. Les parties supérieures de qui? Les parties supérieures pour lesquelles le chêne-liège arrive toujours à se développer et à donner une forêt et qui vont aller jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Est-ce que c'est clair? Donc, le cortège floristique que j'aurai là n'est pas le même qui sera au milieu, n'est pas le même qui serait en haut. Et ça peut être même autre chose. Puisque je n'ai pas les mêmes conditions, ça va se refléter sur l'arbre. Le chêne-liège, c'est toujours le même, mais la croissance de votre arbre, son développement, son feuillage, sa forme, sa physionomie va changer. Donc j'aurai plusieurs types de quoi? Plusieurs types d'écosystèmes formés par le chêne-liège, ou je peux dire j'aurai toujours plusieurs types de climax formés par le chêne-liège.
Qu'est-ce que ça veut dire le mot climax? Le mot climax, ça signifie une végétation naturelle, spontanée, potentielle et qui sera en équilibre avec les conditions du milieu. Comme les conditions du milieu ici ne sont pas les mêmes, si vous voulez, ici, et ils ne sont pas les mêmes ici, vous voyez, j'ai utilisé des couleurs différentes, exprès. Pourquoi j'ai mis le rouge ici et pourquoi j'ai mis le bleu ici, à votre avis? C'est ici pour montrer quoi? Dans le rouge, que je suis dans la limite inférieure de mon chêne-liège, et donc dans cette limite inférieure de mon chêne-liège, j'aurai un cortège floristique qui va être beaucoup plus thermophile parce que mon petit thème il sera encore chaud, alors qu'au fur et à mesure que je vais monter en altitude, mon petit thème va faire quoi? Va diminuer, et donc il va éliminer toutes les espèces qui vont aimer la chaleur. Est-ce que c'est clair? Et là, je vais avoir au contraire des espèces qui vont supporter un certain degré de précipitation, un certain degré de froid, un certain degré d'humidité. Ce qui veut dire que la meilleure partie où j'aurai mon chêne-liège, ça sera peut-être au milieu. Au milieu de quoi? Puisque je sais que mon espèce, que mes climax que je suis en train de décrire n'ont pas les mêmes valeurs de petit thème. Ils n'ont pas le même hiver. Donc, ils ne sont pas dans le même étage de végétation. Quel étage? En bas, j'ai le thermo-méditerranéen et en haut, jusqu'au méditerranéen supérieur. Or, quand je vois, regardez bien, quand je vois mes étages, mon thermo-méditerranéen, je le découpe en 3 parties. Mon méso-méditerranéen, je le découpe en 3 parties. Et mon méditerranéen supérieur, je le découpe encore en 3 parties. En fonction de quoi? En fonction de la valeur de mon petit thème. Donc, je suis sûr et certain, pour faire le lien, que entre le thermo-méditerranéen et le méditerranéen supérieur, c'est la même chose que j'explique là, c'est-à-dire là, j'aurai les espèces les plus thermophiles, là, j'aurai les espèces les plus humides, et donc le meilleur développement de la subérée, ça serait où son vrai optimum? Eh bien, son vrai optimum, il sera aussi entre le thermo et le méso-méditerranéen, la moyenne de son expression, là où il va bien se développer. Est-ce que c'est clair? Donc, j'insiste bien sur cette notion de climax différent, j'insiste bien sur cette notion à ce que chaque climax va refléter des conditions de milieu tout à fait différentes et qui vont répondre bien sûr aux conditions de mon milieu. Et donc, mon chêne-liège, il va se répartir entre quoi et quoi? Entre le thermo-méditerranéen et entre le Méditerranéen supérieur, mais avec des expressions tout à fait différentes. Expressions dans quoi? Dans le développement, dans l'architecture, dans la physionomie, dans la composition, dans la structure et donc à la fin dans les différents groupements que j'aurai à définir. Alors, le chêne-liège, tout à l'heure, vous l'avez évoqué vous-même avec l'exemple de la forêt de Mamoura. Vous savez que cette forêt, la forêt de Mamoura, est une grande forêt, pour ne pas dire l'une des plus grandes forêts de la région méditerranéenne, si ce n'est pas la plus grande forêt mondiale du chêne-liège. Seulement, cette forêt, malheureusement, je dis bien, elle subit une forte pression. Pourquoi il subit une forte pression? Parce que il est recherché. Parce que cette forêt intéresse l'homme. Elle l'intéresse sur quel plan? D'abord, la forêt de Mamoura, si on revient à Rabat,
tout autour de cette forêt de Marmora, il y a pas mal de douars à côté, de régions, etc., et d'installations humaines, toutes des satellites qui sont installés. Et la conséquence de ça, que cette population qui est là et qui a la forêt à côté va profiter de la forêt pour faire quoi? Pour faire le pâturage, parce qu'ils ont des moutons, parce qu'ils ont des vaches, etc. Ce n'est pas le même cas que celui de l'Arganie où on a vu, c'est beaucoup plus la chèvre qui est spécialiste pour l'Arganie. De l'autre côté, c'est davantage le mouton et c'est davantage des vaches, etc. Comme c'est un arbre qui a un beau feuillage, qui va donner un fruit, et en plus, il n'y a pas que le fruit. Il y a autre chose. Si on l'a appelé le chêne liège, pourquoi le chêne liège? Parce qu'il donne le liège. C'est quoi le liège? C'est-à-dire la partie qu'on va extraire de son tronc et au bout d'un certain temps, au bout d'un certain moment, au bout d'une certaine épaisseur, et à partir de là, on va l'extraire et on va l'exploiter. On va l'exploiter où? Dans l'industrie. Pas n'importe quelle industrie, l'industrie du papier, l'industrie du bouchon, maintenant avec des tableaux d'affichage, etc., etc. Donc il y a tout un domaine où il va y avoir une forte demande et cette forte demande va imposer quoi? À ce qu'on exploite au maximum le chêne liège. Donc là, vous avez une idée comment ça se présente dans la nature, comment on peut avoir le fruit du chêne liège qui est comestible et qu'on peut trouver sur le marché, en particulier pendant l'hiver, et comment on peut avoir l'exploitation de ce liège, et que ce liège-là donne des recettes très importantes, des milliers et des milliers et des milliers, pour ne pas dire quelques milliards de dirhams par rapport à son exploitation. Donc il va y avoir une pression importante à utiliser au maximum, à extraire au maximum, etc. Malheureusement, cette extraction et tout ça, et cette utilisation, va être contrariée aussi par d'autres facteurs. Des facteurs à ce que le chêne liège est une espèce qui pourrait être attaquée par des insectes ravageurs. Et ces insectes ravageurs, ils vont attaquer essentiellement la feuille. Donc il va y avoir le phénomène de ce qu'on appelle la défoliation. Défoliation, ça veut dire quoi? On va enlever et il va y avoir les pertes de feuilles. Et avec ces pertes de feuilles, il va y avoir aussi les pertes de qualité du liège, etc., etc. Et donc, on va se retrouver dans des conditions où, petit à petit, l'arbre va se retrouver en difficulté, des difficultés pour se reproduire, des difficultés pour se multiplier, des difficultés parce qu'il ne peut pas se multiplier, parce qu'il y a une forte pression, parce que les graines n'arrivent plus à se développer, parce que les animaux et les bétails les broutent, les mangent, etc., parce que l'homme marche à l'intérieur, etc. Et donc, le rythme du renouvellement de cette forêt ne pourrait pas être bien, ne pourrait pas être en équilibre avec la pression. Et donc, la forêt va perdre beaucoup plus qu'il va reconstituer. Et donc, petit à petit, cette forêt va commencer par quoi? Par disparaître dans certaines zones, petites zones à droite et à gauche. Et qui dit disparition de la forêt, dit en même temps quoi? Dégradation du milieu. Et la dégradation du milieu dit en même temps tout simplement quoi? Le début de la désertification et le début, bien sûr, de l'installation des sols qui seront découverts et qui seront sans végétation et qui seront soumis à toutes les forces de pression, quelles que soient climatiques ou encore anthropiques. Et j'en profite, si vous voulez, regardez bien maintenant où on se trouve en hiver, je préfère le dire maintenant, on se trouve en hiver, vous avez vu les problèmes des inondations suite aux précipitations d'hier et d'avant-hier. Pourquoi? Parce que dans certaines parties, ces pluies vont tomber, ils vont tomber sur des sols qui sont secs,
qui ne vont pas retenir de l'eau sur des sols où il n'y a pas de végétation. La conséquence, ça serait quoi? Et bien, ça serait le départ et l'érosion et les catastrophes que l'on peut voir en fonction des régions et en fonction des milieux. Donc, c'est cette intensité de précipitation qui est grave. Et ce n'est pas la quantité, parce que au Maroc, oui, la quantité de précipitation est importante, mais il est important de savoir comment elle est répartie, la quantité de précipitation. Et vous remarquez bien, les quantités de pluie qu'on a reçues sur ces 2 jours-là, c'est les quantités de pluie qui tombent sur 2 mois, parfois jusqu'à même 3 mois dans une région. Donc vous vous imaginez une région où il reçoit la quantité qu'il reçoit normalement pendant 3 mois et les conséquences. Et bien les conséquences, vous les avez vues sur toutes les chaînes marocaines et les problèmes qu'on découvre. Alors, on continue, on passe à une autre formation. Donc une fois qu'on a défini les exigences du chêne-liège et la situation actuelle, bien sûr, de ce chêne-liège et l'intérêt de protéger cette forêt et l'intérêt de protéger cette espèce et l'intérêt encore de restaurer, de réhabiliter cette forêt qui constituait l'une des grandes forêts mondiales, on va passer à une autre espèce importante dans les écosystèmes marocains et dans les essences qui définissent la diversité de la végétation au Maroc. Et on va passer à quoi? À Tetraclinis articulata. Tetraclinis articulata, et je vais donner la formation, ça sera les tétraclinés. Comme tout à l'heure, subéré, arganéré, junipéré. Maintenant, je suis sur les tétraclinés. Qu'est-ce que ça veut dire Tetraclinis articulata en arabe? Est-ce que vous en connaissez au moins le nom? L'Ar'ar. D'accord? L'Ar'ar. Alors, le thuya de Berry est une espèce qui est essentiellement caractéristique, si je peux dire, de la partie méridionale, occidentale de la région méditerranéenne et aussi au Maroc. Tout à l'heure, rappelez-vous, on a bien vu une espèce qui a une répartition beaucoup plus nord-occidentale. Maintenant, une espèce qui a une répartition beaucoup plus sud-occidentale. Quand on voit, grosso modo, l'aire de répartition et la superficie occupée par cette espèce, ça peut aller jusqu'à 600 000 hectares. Et ces 100 000 hectares, avec bien sûr des peuplements qui sont beaucoup plus développés au Maroc que par rapport aux autres régions du Maghreb. Et quand j'évoque ici le mot Maghreb, c'est exprès pour vous dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des espèces que je trouve au Maroc, et comme la chaîne de l'Atlas au Maroc va continuer sous d'autres noms, que ce soit en Algérie ou encore en Tunisie, il y a la continuité, d'accord? Il y a la continuité d'un certain nombre d'espèces caractéristiques de régions méditerranéennes que je vais retrouver au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Et donc ici, on revient au thuya, c'est au Maroc qu'il va constituer les surfaces les plus importantes. Donc, quand on voit maintenant où se trouve le thuya au Maroc, le thuya, il se trouve dans le secteur de l'Arganier. Qu'est-ce que ça veut dire dans le secteur de l'Arganier? Rappelez-vous, la dernière fois, on avait défini les grandes régions ou les grandes écorégions, et vous remarquez bien que les formations en orange de l'Arganier, comme on l'a déjà expliqué, c'est que la répartition de l'Arganier, il va de la région de Safi jusqu'à la région d'Ifni, et ça continue au sud, etc. Donc dans tout ce secteur
dans toute la région où on peut trouver l'arganier et qui est lié à ce secteur sud-ouest marocain qu'on appelle parfois de point de vue floristique le secteur macaronisien parce qu'il contient et il est dominé par la présence d'un certain nombre d'espèces bien précises. Donc à l'intérieur de ce secteur, je peux trouver bien sûr le tuya, comme je peux le trouver à l'intérieur de certains plateaux, tels que les plateaux qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, ou encore dans quelques vallées intra-atlantiques. Qu'est-ce que ça veut dire le mot vallée intra-atlantique? Des vallées qui sont intra pour dire à l'intérieur de l'Atlas. À l'intérieur de l'Atlas. Regardez bien le schéma que j'ai laissé tout à l'heure. Je viens de l'océan, je monte, il y a des reliefs, etc. Je commence, on peut prendre le cas de Marrakech, même ici aussi, pour expliquer ça. Et derrière, je peux trouver des vallées qui sont presque à l'intérieur. Et ces vallées, si on prend le cas de Marrakech, première vallée qu'on a à côté de Marrakech et qui est un petit peu juste derrière les premières petites montagnes, comment on l'appelle? Allez, la vallée de l'Ourika. On peut prendre l'exemple de la vallée de l'Ourika, comme on peut prendre la vallée d'Asni, comme on peut prendre la vallée de Wirgan, etc., etc. Voilà un exemple de vallée intra-atlantique. Et vous verrez pourquoi j'ai maintenu cette présentation. Alors, et on va la retrouver aussi dans une partie du versant méditerranéen aussi. On peut trouver quelques vallées qui vont avoir la même présentation. Ces peuplements sont liés essentiellement aux variantes chaudes et tempérées de l'étage thermo-méditerranéen. Chaude et tempérée de l'étage thermo-méditerranéen. Donc ça veut dire déjà que je ne trouve pas le tuya dans le frais. Oui ou non? C'est quoi le frais? 0,3. Donc ça veut dire que déjà, rien qu'avec ça, on comprend quoi? Que c'est une espèce qui est vraiment très bien. Que c'est une espèce des clubs plus forts à Bunti, thermophile. C'est une espèce vraiment thermophile, j'ajouterai même un mot thermophile strict. D'accord? Et du thermo-méditerranéen. Ça veut dire que le tuya est une espèce qui ne va pas sortir de l'étage thermo-méditerranéen. Donc ça veut dire qu'il va être gêné par le facteur et qui est quoi? Le froid, et que je vais trouver dans l'étage supérieur, si je passe par exemple, c'est l'étage méso-méditerranéen. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on qualifie bien sûr le tuya comme une espèce typique, caractéristique de l'étage thermo-méditerranéen, et pas n'importe quelle partie du thermo-méditerranéen de point de vue bioclimatique, et du semi-aride. Qu'est-ce que ça veut dire le semi-aride? C'est-à-dire, comme on vient de le voir tout à l'heure, des quantités de précipitations qui sont entre 300 et 600 mm. Entre 300 et 600 mm. Et d'ailleurs, j'en profite encore pour faire le rappel, comme ça sera bénéfique pour tout le monde. Entre 300 et 600 mm, je suis toujours dans le semi-aride, mais chaque semi-aride, comme chaque humide, comme chaque aride ou chaque hyperhumide, est divisé en 3 parties. On est d'accord? Je suis entre 300 jusqu'à 400 dans la partie, allez-y, inférieure, 400, 500 moyen et supérieur. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire, à quoi je veux arriver là? Je veux arriver à la même explication que je viens de citer sur le chaliège.
Entre 300 et 400, je n'aurai pas le même comportement, je n'aurai pas le même cortège floristique, je n'aurai pas la même grosseur, je n'aurai pas la même physionomie. Je suis, allez, on va le dire comme ça, je suis dans la partie inférieure où le tuya va s'installer, où il va se trouver en difficulté. Lesquels? Qu'est-ce qu'il y a vers le bas? Il y a quoi? Il y a le chaud qui va devenir important, mais il y a aussi quoi? Les précipitations qui vont devenir faibles. On est d'accord? Je passe entre 500 et 600, il y a quoi qui commence à devenir important? Les précipitations, et il y a aussi le front. Et la conséquence, ça va se refléter sur quoi? Le cortège que j'aurai là, c'est un cortège mésophile qui sera beaucoup plus humide, etc., etc. Et donc, si je peux parler le royaume du tuya avec son meilleur développement optimum, etc., etc., il sera où? Il sera dans cette partie entre les 400 et les 500 mm. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est très important pour bien comprendre l'écologie du tuya. Donc, regardez bien, vous pouvez, et je tiens à le dire, vous pouvez commencer à partir de maintenant à bien comprendre comment on peut distinguer, séparer, comparer l'écologie d'un certain nombre d'espèces. Regardez, jusqu'à présent, tout ce qu'on a cité, que ce soit l'arganier, que ce soit les genévriers de Phénicie-Lycéa, que ce soit le chêne-liège, que ce soit le tuya, ils sont tous dans le thermo-méditerranéen. Oui ou non? Et pourtant, il y a des différences. Donc, à vous d'anticiper pour comprendre comment je peux faire la différence de l'écologie de certaines espèces qui peuvent se situer dans le même étage de végétation, mais ils n'auront pas forcément les mêmes exigences vis-à-vis de quoi? Des précipitations. Ils n'auront pas les mêmes exigences précises vis-à-vis de petits thèmes, et ils n'auront pas les mêmes exigences aussi vis-à-vis de quoi? De l'humidité atmosphérique, de l'hygrométrie, et donc peut-être qu'ils ne seront pas placés dans le même domaine, puisque on a défini un domaine océanique, un domaine semi-interne et puis un domaine interne. Je ferme cette parenthèse. Donc, revenons toujours au tuya, espèce caractéristique typique du thermo-méditerranéen semi-aride, mais exceptionnellement, dans certaines régions, il peut monter jusqu'au subhumide. Qu'est-ce que ça veut dire subhumide? C'est-à-dire des quantités qui vont dépasser un tout petit peu les 600 mm. Mais quand elle monte dans les zones où il y a le subhumide, il ne va pas se placer n'importe où. Il va se placer dans les expositions qui sont chaudes. Et donc dans des expositions qui vont faire rapidement diminuer par l'évaporation, etc., etc., cette quantité d'eau pour qu'on retombe au bilan final que j'avais défini tout à l'heure à son semi-aride. Et la condition la plus importante aussi, c'est que le tuya, oui, c'est une espèce caractéristique, typique de l'étage thermo-méditerranéen, du semi-aride avec ses différentes parties, avec bien sûr des comportements tout à fait différents entre la partie inférieure et la partie supérieure, comme on l'a expliqué maintenant, vous l'avez bien compris, mais dans un domaine semi-interne. Qu'est-ce que ça veut dire un domaine semi-interne? J'ai gardé exprès le schéma, c'est-à-dire dans un domaine où quoi? Où le degré d'humidité ne va pas être important, donc ce qui veut dire que le tuya ne supporte pas quoi? L'océanité et l'humidité atmosphérique importante. Et donc, si vous rentrez dans la vallée de l'Ourika, juste à côté, et bien l'espèce qui va former bien sûr un domaine important dans la vallée de la Massine à Ourika, ça sera quoi? Ça sera le tuya. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, je répète, espèce, et maintenant vous comprenez mieux qu'est-ce que ça veut dire cette notion de domaine. Ce qui veut dire, si je peux aller beaucoup plus loin,
je commence ici dans ces vallées par des formations, et au fur et à mesure que je vais monter, il y aura quoi? Il y aura mes précipitations qui vont changer, mon petit M qui va changer, et parallèlement à ce changement, il peut y avoir quoi? Le changement de ma végétation dominante. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Donc, je répète, espèce thermo-méditerranéenne, semi-aride et semi-aride, et avec bien sûr des différences qui peuvent apparaître sur mes climax. Alors, autre facteur important, on a bien dit, la répartition qui est dans le secteur de l'arganier, qui est mélangé, qui peut aller dans le versant méditerranéen, etc. C'est que le thuya est une espèce qui a une plasticité importante et une résistance qui va lui permettre d'occuper tous les types de substrats. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, rappelez-vous, on a vu le chêne-liège qui a une exigence édaphique liée à quoi? À ce que le substrat doit être siliceux. Là, le thuya, il est indifférent, il peut s'installer aussi bien sur des calcaires que sur des substrats siliceux, que même sur des substrats sablonneux, etc. Il n'y a aucun souci. Mais il a une exigence. Laquelle? L'exigence qu'on voit en particulier sur le terrain, si vous voulez, c'est que le thuya, il préfère s'installer sur les substrats ou sur les roches pentues, où il y a une pente, c'est-à-dire où il y a ce qu'on appelle le facteur de topographie. Donc, sur ces pentes, le thuya va s'installer. Il se développe mieux sur les pentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Une espèce qui va avoir préférence à être sur les pentes et non pas sur le plat. Donc, ça veut dire, lorsqu'il y a le plat, il y a quelque chose qui va la déranger. On est d'accord? À votre avis, ça serait quoi? Qu'est-ce qui peut rester beaucoup plus quand on est sur un plat que par rapport à la pente? L'eau. Très bien. Donc, quand il va pleuvoir, vous voyez très bien, regardez, quand il pleut, l'eau va tomber et en tombant, votre eau va faire. Il va être drainé. L'eau sera drainée. Donc, le thuya, il aime des substrats bien drainés, celles qui ne vont pas retenir de l'eau. Et il est tout à fait évident, regardez bien, lorsque votre eau va tomber, qui va drainer, il va entraîner avec un certain nombre d'éléments minéraux, etc. et tout. Le tout va se décanter à la fin et le tout va donner des sols profonds à la fin. En bas, le thuya ne peut pas s'installer, il sera remplacé par autre chose. Lui, il va rester là. Dès que la pente va commencer à devenir faible, lui, il va disparaître et ça va passer à autre chose. Alors que dans d'autres régions, écoutez, dans d'autres régions où le substrat, ou plutôt la pente, pourrait être un petit peu faible, si je prends le cas quand on s'approche de la région des Sawera, vous avez l'océan ici, et vous avez des petites collines, et derrière les petites collines, vous voyez, je refais toujours, c'est pas toujours direct, derrière les petites collines, il y a ici un peu de thuya sur des zones qui sont presque plates, où la pente est faible. Et pourtant, le thuya se développe bien. Alors, c'est contradictoire par rapport à ce que je viens de vous dire là, oui ou non? Et pourtant, le thuya est lié. L'eau ne reste pas non plus. Pourquoi l'eau ne reste pas non plus? Parce que dans ce substrat, il y a un pourcentage de quoi qui va laisser passer l'eau. Il y a un substrat qui est sablonneux. Parce qu'il y a ce drainage. Est-ce que c'est clair? Donc, je reviens tout simplement à dire que voilà, indifférent à la nature du substrat, mais il faut que ça soit quand même bien drainé parce qu'il ne va pas supporter ce bilan hydrique. Écoutez bien, ce bilan hydrique, cette fois-ci, qui est lié à quoi? Qui est lié au sol. Et donc, je parlerai d'un bilan hydrique édaphique. Vous comprenez? Je parlerai d'un bilan hydrique édaphique.
Tout à l'heure, j'ai parlé pour le chêne liège qui a besoin d'un bilan hydrique à la fois pluviométrique et atmosphérique. Là, je suis en train de parler du tuya qui a besoin d'un bilan hydrique pluviométrique. Il ne supporte pas le degré atmosphérique, mais il a des exigences par rapport au bilan hydrique et d'Afrique. Est-ce que vous comprenez bien là? Il faut faire très attention pour essayer de bien séparer ce rôle-là. Et il est tout à fait normal quand on parle de bilan hydrique et d'Afrique, c'est-à-dire la façon dont l'eau va être circulée à l'intérieur de votre substrat et comment votre bilan d'eau, comment l'eau sera à la disponibilité de vos racines et de votre végétal et quelle est bien sûr la force de rétention de cette eau et quel est le point de flétrissement, tout ce que vous êtes en train de faire en partie de physiologie et qui est lié en rapport direct, bien sûr, par rapport au développement de ces espèces et qui est utile pour nous pour bien comprendre le développement d'un certain nombre d'espèces. Quand on voit donc le tuya, c'est une espèce qui va être, bien sûr, avec une répartition biogéographique différente et qui va avoir cette répartition différente entre quoi et quoi? Entre le bord de la mer et qui va aller jusqu'à 1000 mètres quand je suis au nord du Maroc et quand je descends au sud du Maroc, et quand je parle du sud du Maroc, région de Marrakech et d'Agadir, etc., là où on a encore le tuya, il va monter jusqu'à 1600 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au nord du Maroc, le tuya s'arrête à 1000 mètres. Donc ça veut dire à 1000 mètres, j'ai déjà le facteur limitant qui dit stop le tuya. Au sud, Marrakech et derrière, le tuya peut aller jusqu'à 1600. À votre avis, pourquoi cette différence? Quel est le facteur qui est responsable de cette différence? Quel est le facteur qui change, qui fait que, si on a bien suivi, quels sont les facteurs qui vont limiter le tuya? Les précipitations qui vont augmenter lorsque je dépasse les 600 mm et lorsque aussi l'humidité atmosphérique va apparaître. Donc ça veut dire qu'au nord, l'humidité et les précipitations apparaissent à un niveau beaucoup plus bas que par rapport lorsque je suis au sud. Donc le tuya va profiter pour monter, pour les chercher. Donc c'est quel facteur qui change du nord au sud? C'est ce qu'on appelle le facteur la latitude. Et c'est cette notion de latitude qui va bien sûr séparer la répartition de ces précipitations. Ceci dit, ça va se retraduire bien sûr sur ce que je viens d'expliquer, à savoir l'apparition et l'individualisation d'un certain nombre de peuplements. Les peuplements que j'aurai quand j'arrive aux parties humides seront subhumides, pardon, où il y a assez d'eau, ils seront sylvatiques et donc ils vont former presque quelques forêts, et les autres, ils seront pré-forestiers. Qu'est-ce que ça veut dire pré-forestier? Ça veut dire on n'a pas complètement le stade forestier par rapport à la taille, par rapport à la forme, etc. Le tuya est une espèce, écoutez, le tuya c'est une espèce qui peut régénérer. Qu'est-ce que ça veut dire ça peut régénérer? Il peut redonner d'autres pieds de tuya. Si vous vous rappelez, le tuya, c'est un gymnosperme et qu'il a un fruit et que le fruit, il est comment? C'est des valves. Ces valves, quand ils vont à maturité et tout ça, quand ils vont s'ouvrir, vous les voyez, quand ils vont s'ouvrir, ça va donner quoi ces valves à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des graines. Et les graines, ils ont quelque chose. Vous l'avez vu ça en S2. Ils ont des ailes. Quel est l'intérêt de ces ailes? Ils vont assumer la dissémination et par conséquent, votre graine va tomber sur un milieu. S'il tombe sur un milieu comme ça, il ne va pas continuer.
s'il tombe sur un milieu où les conditions sont favorables, il va passer du stade plantule et de la plantule qui va se développer et grandir, et petit à petit, il va essayer de coloniser le milieu. Regardez la première photo à gauche. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Qu'est-ce que vous remarquez? Parce que cette photo il est très importante. Vous voyez bien des petites plantules, toutes petites, oui ou non? Qui commencent à se développer. Et vous avez d'autres qui sont un peu plus grands. Et vous avez d'autres arbres. En d'autres termes, j'ai une idée sur quoi? Sur toutes les classes d'âge de mon milieu. Donc j'ai une idée sur la dynamique de mon milieu. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai une idée sur la dynamique de mon milieu? Les grands arbres, à un moment donné, vont toujours continuer à grandir. Peut-être à un moment donné, ils vont vieillir, et en même temps, lorsqu'ils seront vieillis, ils vont être remplacés par ceux qui sont derrière, et ainsi de suite. Donc, j'aurai toujours un milieu qui sera équilibré. J'ai toutes les classes d'âge. Donc, ça vous donne une idée. Voilà comment la régénération peut avoir lieu et comment le développement de votre tuya peut avoir lieu sans aucun problème. Donc, cette régénération, il peut se faire sans aucun problème, comme il peut se faire lorsque je coupe et après il va y avoir des rejets. Tout ça, ce sont des méthodes forestières importantes à connaître. Et l'avantage aussi, ou la particularité du tuya, c'est la seule espèce qui n'a pas d'ennemis parasites. C'est-à-dire qu'il a une résistance par rapport aux insectes ravageurs. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a évoqué le cas du chien-liège qui pourrait être attaqué, d'accord? Et ça peut donner des dégradations et des pertes d'arbres. Le tuya, il a la chance, il peut résister, il n'y a aucun problème. Donc, aucune attaque, aucun ravageur. Mais il y a aucun ravageur de point de vue insecte. Mais il y a un autre ravageur. Lequel? À votre avis, si on peut l'appeler comme ça, entre guillemets. L'homme. L'homme, il fait quoi? Comme l'homme s'intéresse à cette espèce, il s'intéresse à son poids, il s'intéresse à son milieu, à la présence de ces espèces, donc il va pâturer à l'intérieur, etc. Mais il va s'intéresser beaucoup plus, regardez bien, il va s'intéresser beaucoup plus à son bois. Je reviens, tout à l'heure on a vu la première photo, vous voyez, dans laquelle on voit la régénération et on voit le développement du tuya sans aucun problème. Là on voit, vous remarquez bien, c'est la première à gauche, tout à fait vert, où on a une densité de végétation importante, où on a un développement du tuya important et on a un cortège floristique important, etc. Les tuyas se trouvent dans son optimum, il n'y a aucun souci. Et celle qui est tout à fait à droite, c'est quoi? C'est la limite où on est dans des limites de précipitation qui sont faibles. Vous voyez bien, on n'a pas le même stade arborescent, on n'a pas le même type de paysage, on n'a pas la même physionomie, et vous voyez bien le cortège floristique aussi, et avec le sol qui vont annoncer déjà des conditions d'aridité climatique générale. Est-ce que c'est clair? Voilà comment on peut comparer des milieux. Et bien pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions générales du milieu. L'homme va s'intéresser au tuya. Pourquoi? Parce que c'est une espèce qui a un intérêt économique très important, et donc il va essayer d'arracher, d'enlever, de couper là où il peut. De couper quoi? De couper des arbres, bien sûr, des arbres qu'ils ont mis une cinquantaine, une soixantaine d'années pour grandir, pour arriver à ce stade-là, et tout ça pour arriver à faire quoi? Pour faire bien sûr des produits de menuiserie, des produits d'ébénisterie et des produits que vous verrez sur les étalages des souks, des marchés à droite et à gauche, à Essaouira ou à Marrakech, et donc des produits qui ont été faits à partir de quoi? À partir bien sûr d'arbres qui ont été coupés, à partir de quoi? D'un milieu qui était dégradé, à partir de quoi? D'une forêt, et que cette forêt va disparaître petit à petit si on n'arrive pas à reconstituer le milieu, si on n'arrive pas à refaire des reboisements, si on n'arrive pas à introduire des arbres. Et comme l'homme va chercher cet intérêt économique, et comme l'homme il voit qu'à court terme, donc il va chercher partout, dans toutes les vallées, que ce soit dans la région d'Essaouira,
que ce soit à Marrakech, que ce soit aux alentours de Rabat, que ce soit sur le versant méditerranéen, et il va chercher le bois, et il va travailler, et il va travailler, et il va couper jusqu'à un moment donné. On ne sait pas où ça peut aboutir. Voilà donc la situation, si vous voulez, pour vous donner une idée sur la pression que l'on peut faire sur un certain nombre d'espèces qui vont avoir un intérêt économique très important, d'où l'intérêt bien sûr de protéger et de trouver toutes les formes de reproduction qui permettent à ces espèces de régénérer et d'occuper le milieu. Autre espèce importante dans le cortège et dans le paysage marocain, sur lesquels je vais être rapide, ça sera les oléastrées. Donc c'est ce qu'on appelle l'olivier sauvage. L'olivier sauvage, donc qui est une espèce que l'on retrouve dans la zone méditerranéenne, si vous voulez, et espèce que l'on peut trouver répartie dans d'autres écosystèmes et qu'on va trouver maintenant dans des pieds isolés répartis à droite et à gauche, que ce soit au niveau du Gharb, que ce soit du Rif, que ce soit dans la région de Rabat qu'on appelle Z'Air Zmoul, ou encore le Pré-Rif, ou encore la région de Chaouia. Et dans toutes ces régions-là qui ont été défrichées, où on a enlevé ces arbres puisqu'on cherche la terre, etc. Et donc, ces pieds isolés, ils sont tout à fait dans des zones maintenant qui sont respectées, qu'on appelle des zones maraboutiques, ou encore dans des cimetières. Vous savez très bien que dans notre culture et dans notre tradition, les cimetières, ce sont des endroits qui sont respectés. On n'ose pas couper les arbres qui sont à l'intérieur, etc. Et en conséquence, ce sont des zones qui seront protégées de quoi? De l'invasion de l'homme avec ses troupeaux. Et donc la végétation qui va se retrouver dans ces milieux-là va pouvoir se développer et prendre son développement normal, optimum, en fonction des conditions du milieu. Donc ces endroits, ils sont intéressants pour les écologistes et pour les botanistes, parce que ce sont des indices de quoi? D'un certain nombre d'éléments qui vont nous rappeler, voilà la végétation qui existait autrefois dans ces milieux, et donc ce sont des éléments aussi qui peuvent orienter tout un certain nombre d'opérations de reboisement que l'on peut faire aux alentours de ces régions. Donc cette espèce, je dis bien, on va la retrouver essentiellement dans l'étage thermoméditerranéen, pas n'importe quelle partie, dans le subhumide, c'est-à-dire il faut au moins 600, sinon ça sera dans des zones où il ne pleut que l'équivalent du semi-aride, mais avec la particularité de quoi? D'avoir cette humidité atmosphérique supplémentaire, donc d'avoir ce domaine océanique qui va nous faire quoi? Une compensation pour le retrouver dans le subhumide, chose que j'avais expliqué tout à fait tout à l'heure. Autre espèce encore typique de l'étage thermoméditerranéen, c'est ce qu'on appelle les cératoniers, c'est-à-dire des formations qui seront occupées par quoi? Par le caroubier, vous connaissez, qu'on appelle Ceratonia silica, et qu'on va trouver là encore en pied isolé dans d'autres formations, exemple de chêne vert, exemple de thuya ou encore de l'éastre. Et tous ces éléments-là, maintenant, malheureusement, ils sont localisés uniquement, si je peux dire, les seules régions au Maroc où on a encore le caroubier naturel, c'est dans la région de Bni Mellal, pas n'importe où à Bni Mellal, exactement dans la région de l'Aqsiba, sinon dans la région des Mouzar Kandar, au Moyen Atlas, pas loin d'Ousfro et aux alentours, et donc là où on va trouver les dernières petites forêts où il y a encore le caroubier. Sinon, partout où il y en avait, ça a été défriché. Au détriment de quoi? Parce que l'homme, il cherche bien sûr la terre et il cherche à introduire d'autres cultures, ou encore dans d'autres zones où il y a toute une urbanisation et qui fait tout simplement que ces formations ont disparu. Et on le trouve là encore dans le thermo-méditerranéen, encore dans le subhumide, d'accord? Il faut au moins 600, mais sinon en semi-aride avec des influences océaniques, comme on l'a vu tout à l'heure. Et l'important, vous remarquez bien, à plusieurs reprises, je fais appel à ces influences océaniques et leur importance
de cette quantité d'humidité et après de la quantité d'eau supplémentaire qui pourrait être bénéfique pour un certain nombre d'espèces. Là, pour l'illustration, vous avez deux exemples avec l'oléastre en haut, comment ça se présente dans la nature, comment ça se présente avec son fruit, comment ça se présente avec son feuillage, etc. Je peux vous dire que les feuilles de l'oléastre sauvage, ils ont un rôle anti-infectieux. Donc, ça veut dire si vous avez une plaie, vous pouvez mettre bien sûr votre feuille sûre et ça peut colmater un petit peu, ça peut donner moins de douleur et ça peut fermer par la suite votre plaie. Donc, ça vous donne une idée aussi sur l'organisation. On peut citer aussi que on peut extraire l'huile de l'oléastre aussi qui a des qualités importantes, mais les populations, elles préfèrent bien sûr utiliser beaucoup plus des zones à olivier où il y a un intérêt économique très important. Alors, dernière photo, c'est pour vous donner une idée sur comment ça s'organise le caroubier dans la nature. Voilà, avec la forme, etc., le feuillage. Et l'intérêt du caroubier est un intérêt purement économique. Et dans cet intérêt économique, on va s'intéresser essentiellement à quoi? À son fruit qui est une gousse, et que cette gousse qui est utilisée dans l'industrie alimentaire, en particulier pour le chocolat, si vous voulez, pour ça. Vous devez savoir aussi que pour le caroubier, dernièrement, on s'est intéressé à l'introduire comme une espèce qui peut servir pour le reboisement. Et donc, on peut distribuer des plantules de caroubier à la population et on va leur dire, écoutez, vous allez les implanter et après, vous allez tirer profit de quoi? Du fruit que vous pouvez bien sûr revendre et qui va apporter des recettes importantes pour la population. Et comme ça, la population va contribuer à protéger sa région, à protéger sa montagne et en même temps, ce caroubier-là va permettre aussi à contribuer contre l'érosion et contre les départs du sol. D'accord? De la même façon qu'on a introduit dans d'autres régions au Maroc, si vous voulez, l'olivier, d'accord, vu son intérêt économique et donc on a essayé de l'exploiter pour voir son développement. Alors, autre espèce, rapidement, deux espèces que l'on peut trouver au niveau des plaines et au niveau des piémonts des montagnes, dont toutes les plaines qui sont des plaines arides où les conditions climatiques sont faibles, où l'aridité est très importante et ça va se refléter sur le paysage. Le paysage de quoi? Des plateaux arides et des zones du Maroc oriental où on va trouver le pistachier de l'Atlas, toujours dans un étage thermo-méditerranéen. Il est tout à fait évident qu'au niveau de ces plaines où cette végétation était dominante à un moment donné, comme l'homme, il a toujours cherché des terrains, comme l'homme a toujours construit autre chose, donc c'est une végétation qui va disparaître, qui a été défrichée, qui a été dégradée au détriment de quoi? Au détriment bien sûr de l'urbanisation et de l'installation de l'homme. Et donc on va la retrouver encore là dans des zones qui sont respectées, dans des cimetières ou dans des zones maraboutiques. Le gommier, Acacia gumifera, espèce encore typique que l'on peut trouver dans la région de l'Haouz, la région de Marrakech, Hamna, Tadla, Chaouia, et bien sûr dans des lieux encore sains. Là, je reviens à ces cimetières, et il y a pas mal de cimetières aux alentours de Marrakech, que ce soit sur la route de Ouarzazate, que ce soit sur la route d'Ourika, etc., où on retrouve encore quelques pieds d'acacia, quelques pieds de pistachier qui sont les indices de la végétation qui existe autrefois dans ces milieux. Et l'acacia, on va le retrouver encore typique de l'étage thermo-méditerranéen dans un aride ou un semi-aride moyen, et tout ça dans des conditions spéciales liées à quoi? Liées à l'aridité climatique générale, liée à la quantité de précipitations qui est faible dans ces milieux. Voilà un exemple comment s'organise le pistachier en haut. Regardez bien la photo. Et
le fruit que l'on peut avoir à travers cet arbre et comment on peut avoir en même temps l'organisation de l'acacia. Regardez la forme des arbres et regardez surtout l'ombre et le reflet de l'ombre sur le sol. Vous voyez? Et comment cet arbre peut contribuer à protéger quoi? À protéger votre sol, bien sûr, puisqu'on se retrouve dans des milieux difficiles climatiquement, et donc comment cet arbre-là va créer autour de lui un microclimat qui va protéger la faune et la flore qui peut s'installer aux alentours de cet arbre. Et vous regardez la photo tout à fait à droite, comment dans des zones qui sont fermées, qui sont clôturées, dans des zones de reboisement, c'est en ferme, comment la nature, je précise bien le mot, comment la nature peut reprendre et comment on peut retrouver le développement spontané, naturel de l'acacia et du pistachier de l'Atlas qui ont la possibilité de recoloniser le milieu parce que l'homme n'intervient pas et parce que l'homme n'arrive pas à déséquilibrer le milieu. Dernière formation pour cette séance. Rappelez-vous tout à l'heure, au début de notre cours, on avait insisté, on avait évoqué le genévrier de Phénicie, variété lycéa, et qui se trouve essentiellement sur le littoral et sur les dunes, et qui est typique pour la fixation de ces sols. Et on a dit, on a un autre type de genévrier de Phénicie, et qui va rentrer cette fois-ci à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de la montagne, et qui va avoir des positions bien précises à l'intérieur de cette montagne. Donc, le genévrier de Phénicie, qui va se présenter essentiellement dans l'étage thermo-méditerranéen. On va le retrouver dans l'étage thermo-méditerranéen, on va le retrouver dans l'étage mésoméditerranéen, et ça peut monter jusqu'à l'étage méditerranéen supérieur. Donc, il va y avoir une grande amplitude écologique thermique pour laquelle il va résister vers le bas à quoi? À la chaleur, et il va résister à un moment jusqu'à un certain degré au froid. Et il va résister aussi à un moment donné vers le bas au sec, et à un moment donné, le contraire du sec, l'humide. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pour vous donner une idée sur cette amplitude. Amplitude, dans le thermo-méditerranéen, le chêne, plutôt le genévrier de Phénicie, peut-être peut remplacer le thuya lorsqu'il y a des conditions de continentalité pour le thuya, et il peut remplacer le le chêne vert lorsqu'il y a quoi? Un manque d'humidité pour le chêne vert. Si je reviens, regardez bien, si je reviens à l'exemple de la vallée de l'Oureka dont j'ai parlé tout à l'heure, où on a placé le thuya, regardez bien, où on a placé le thuya dans la vallée. Après le thuya, je retrouve le genévrier de Phénicie qui va s'installer, et si je peux monter, je m'arrête là, comme ça, parce que ça n'a pas la même physionomie, je peux trouver le chêne vert. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le genévrier de Phénicie, il va s'insérer entre quoi et quoi? Entre le thuya, qui est vers le bas, et le chêne vert, qui est vers le haut. S'il est inséré ici, ça veut dire par rapport au thuya, il supporte plus le froid que le thuya, et il exige un peu plus d'eau que le thuya. On est d'accord? Ici, il est en bas du chêne vert, ça veut dire qu'il est moins exigeant en humidité que le chêne vert. Et donc, le chêne vert, il est plus exigeant en humidité que le thuya et que le genévrier de Phénicie. Est-ce que c'est clair? Voilà un exemple de ce qu'on appelle, regardez bien, voilà un exemple de ce qu'on appelle l'étagement de la végétation. J'en profite là. Allez, on fait comme ça. Je suis sûr et certain, on a bien dit tout à l'heure que le thuya s'arrête à quel étage? À l'étage thermo-méditerranéen. Le thuya ne dépasse pas l'étage thermo-méditerranéen. Donc, avec la fin du thuya, je sais que je suis à la fin du thermo-méditerranéen. Et donc, après là, je sais que je suis monté à quoi? À l'étage qui est au-dessus du thuya, lequel? Le méso-méditerranéen. Est-ce que c'est clair? C'est très important de connaître les exigences et l'écologie de ces différentes espèces. Donc, ce qui veut dire
Comme tout à l'heure, rappelez-vous, le genévrier de Phénicie se trouve entre quoi et quoi? Entre le thermo-méditerranéen et le méditerranéen supérieur. Ça veut dire que son optimum, ça veut dire que les meilleurs junipérés, ça veut dire que le développement optimum, il sera où? Au milieu. Et c'est quoi le milieu? C'est le méso-méditerranéen. Donc on revient aux mêmes explications que j'avais données depuis tout à l'heure sur le chêne-liège, sur le tuya et aussi. D'accord? Alors, la place, c'est une espèce qui a une résistance, comme je viens de le dire, qui a une résistance, comme je viens de le dire, et qui a une grande répartition, en particulier dans des vallées intra-atlantiques qui sont continentales. Ça veut dire quoi continentale? Ça veut dire que le degré d'humidité est faible, ça veut dire que la continentalité est importante, ça veut dire que les écarts thermiques ils sont très importants, et donc tout ça je vais le retrouver dans toutes les chaînes qui sont derrière de l'Atlas où ces quantités d'eau vont être faibles. Et c'est une espèce, regardez bien, qui va se développer entre 900 mètres jusqu'à 2200 mètres d'altitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça revient à ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Comme vous l'avez bien compris, le comportement de mon genévrier de Phénicie que j'aurai dans sa partie inférieure, je peux découper ça à plusieurs tranches altitudinales. Je peux avoir un comportement entre 900 jusqu'à, je ne sais pas moi, 1100, 1200, jusqu'à 1500, jusqu'à 1700, et puis 1700 jusqu'à 1900, et de 2900 jusqu'à 2000. Je n'aurai pas les mêmes expressions de mon genévrier de Phénicie. Je n'aurai pas la même physionomie. Je n'aurai pas le même cortège floristique. Je n'aurai pas la même structure. Dans des parties, ça serait prestépique. Dans des parties, là, regardez bien, dans des parties où je suis proche de 2200, 2200 c'est en haut, donc le froid va devenir important, donc ça va donner naissance quoi le froid? À la présence d'un certain nombre d'espèces indicatrices de froid, alors que vers la partie basse, j'aurai un certain nombre de quoi? D'espèces indicatrices d'un certain nombre de thermophilie. Donc 900 par rapport à 2000, je peux parler de thermophilie, des espèces thermophiles et d'espèces qui vont supporter. Donc j'aurai tout un intervalle encore de comportement de mon genévrier de Phénicie et de structures qui ne seront pas tout à fait les mêmes. Je n'aurai pas dans les parties supérieures des forêts denses et donc j'aurai des milieux qui seront aérés. Pourquoi aérés? Parce que le recouvrement est ferme, dispersé et qui seront infiltrés par quoi? Par des espèces de froid qui vont s'approcher de cette partie. Alors que là, j'aurai quoi? Des espèces qui seront importantes et qui vont m'indiquer un certain degré de chaleur. Donc, ce sont tout simplement des formations, si je peux dire, essentiellement du semi-aride, je dis bien du semi-aride, et parfois même à un aride, mais avec un frais au froid, puisqu'on a bien dit que c'est une espèce qui va résister à ces intervalles de température tout à fait différents. Dans la nature, pour en finir, et bien dans la nature, comment ça s'organise? Voilà donc le genévrier de Phénicie, comment il peut occuper le milieu, comment il peut s'installer sur un milieu, comment il peut avoir un développement dans un milieu, comment il peut occuper des vallées, regardez bien, avec des densités tout à fait différentes, avec des expositions tout à fait différentes et avec des couleurs de substrat tout à fait différentes, ce qui veut dire qu'il peut se développer sur des substrats calcaires, siliceux, comme vous voulez, mais il va y avoir des expressions tout à fait différentes. Voilà un exemple, je dis bien, voilà un exemple de comportement et d'amplitude écologique que peut porter le genévrier de Phénicie, cette fois-ci dans des vallées continentales, dans des vallées qui vont bien sûr être, comme on l'a bien dit tout à l'heure, dans des domaines semi-internes. Mais dans des domaines semi-internes, si vous voulez, qui ne seront pas les mêmes domaines semi-internes que tout à l'heure par rapport au tuyau. Qu'on a dit, il peut y avoir des semi-internes avec des niveaux
altitudinaux, tout à fait différents. Voilà l'exemple. Tu as domaine semi-interne de base atomique, et ensuite, ça commence après, au-dessus, le genévrier de Phénicie. Donc, je vous invite, si vous voulez, à bien réviser cette partie, à bien mettre l'accent sur les facteurs les plus importants, déterminants pour comprendre l'étagement de la végétation. Et j'insiste bien sur cette notion de bilan hydrique au Maroc, j'insiste bien sur cette notion de domaine et j'insiste bien sur le fait que, attention, quand est-ce que c'est le climat qui est déterminant, quand est-ce que c'est le sol qui peut jouer un rôle important dans la répartition de la végétation. D'accord? Voilà.